Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, les 6 phases de l'investissement performant, c'est lié à un livre que j'ai écouté sur Audible. Le livre s'appelle « Gagner son indépendance financière et protéger son patrimoine, les 12 règles d'or ». Je vais parler des 6 phases de l'investissement, ok? Parce que ça, c'est dans le chapitre d'introduction, puis je trouvais ça très intéressant. Puis on va faire avec ça le parallèle avec les 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière. On va faire le parallèle. Cet auteur-là a une recette qu'il a utilisée, lui, en France, pour aider ses clients. Ce que j'ai aimé avec ce livre-là, c'est que c'est une autre perspective que je n'avais pas entendue avant, ou en tout cas qui était un peu différente. Là, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent quand on va parler de finances personnelles. Là, le fait qu'on est en France, le fait qu'on est en Europe, c'est un autre environnement. Donc, c'est ça, il y a des choses qui ressemblent, mais il y a des choses qui sont différentes aussi. On n'utilise pas tout à fait le même vocabulaire. Donc, indépendance financière, gagner son indépendance financière et protéger son patrimoine. La partie protéger son patrimoine ici est intéressante aussi. Donc, l'auteur, c'est Étienne Broye, sorti en 2023, quand même assez récent. Ensuite, c'est un investisseur immobilier. Puis il explique les 6 phases de l'investissement. On va expliquer sa perspective, puis ça va peut-être nous aider avec nous, ce qu'on vit dans nos finances personnelles. Je commence. Donc, lui, il dit, un des problème majeur, c'est que les investisseurs sont confrontés au problème suivant. Comment savoir ce qui sera performant tout en maîtrisant le risque de perte? Okay? Donc, on veut savoir dans quoi investir notre argent, mais on veut diminuer au maximum le risque de perte. Donc, ça, c'est l'enjeu principal quand on va investir pour le futur. On veut avoir le meilleur rendement avec le moins de risques possible. C'est normal, il y a tout plein de façons différentes de voir ça puis de faire ça. Ensuite, voilà les bonnes questions à se poser. Cet investissement va-t-il me permettre de créer un patrimoine efficacement? Va-t-il générer des revenus suffisants? Mettra-t-il ma famille à l'abri en cas de crise financière ou géopolitique? On va prendre de la hauteur par rapport au monde de l'investissement. On va regarder ça dans l'ensemble de notre vie, début à la fin, de notre naissance jusqu'à notre mort. Comment on devrait regarder toutes ces questions-là? Puis on va prendre la hauteur par rapport au monde de l'investissement. Ensuite, on ne va pas investir de la même façon selon notre âge. Ça dépend aussi du capital de départ dont on dispose. Ça dépend aussi de nos objectifs pour le futur. Peut-être que nous, on veut devenir riche. On veut éventuellement être indépendant financièrement, ne pas dépendre d'un travail parce qu'on le sait d'avance qu'éventuellement, on va être peut-être tanné de passer 8 heures par jour sur un travail où est-ce que c'est pas nécessairement nous qui décident ce qu'on doit faire parce qu'on a un employeur, puis là, oui, peut-être qu'on le fait pendant un certain temps, mais éventuellement, ouais, pourquoi je fais tout ça? Je travaille fort, puis il me semble que j'en ai pas autant que je voudrais pour moi. Bref, ça dépend de nos objectifs. Je commence tout de suite avec les 6 phases de l'investissement performant. Phase numéro 1, l'épargne active. OK, phase d'épargne active, c'est entre 20 et 50 ans. OK, puis là, on va avoir les âges à chaque phase, à chacune des 6 phases. Il va nous mentionner c'est entre à peu près quel âge puis quel âge. Donc ça aussi, je trouvais ça intéressant. Moi, je n'ai pas mis ça dans mes 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Mais je trouvais que c'était une bonne idée parce que, oui, chaque phase est liée à peut-être un range d'âge. Donc, phase d'épargne active, OK, c'est la période où on travaille. OK, entre 20 et 50 ans. Bien, on peut travailler plus que ça, mais normalement, on ne voudrait pas que... Passé 50 ans, il dit on n'a plus besoin vraiment d'épargner. Dans un scénario peut-être idéal, la période d'épargne, ça va permettre de démarrer des projets. Épargner, c'est quoi? C'est simplement, on a nos revenus, on a nos dépenses, on va en dégager une partie pour la mettre de côté. C'est ça l'épargne. Permettra de commencer à construire un patrimoine. C'est une période très importante. Si on veut investir,
On ne veut pas passer à côté de cette phase-là, donc ça prend de l'épargne. Donc déjà, lui, il met l'épargne en premier, puis ça ressemble beaucoup à l'étape numéro 2, dans le fond. Moi j'ai mis rembourser les dettes en premier. OK? Dans les 5 étapes pour avoir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière, les 5 étapes. Mon étape numéro 1, c'est on rembourse les dettes, on s'engage à ne plus s'endetter. Lui, il a skippé cette étape-là. Non, on a juste besoin d'épargner. OK? Donc, on peut-être prend pour acquis qu'on n'est pas endetté. Il faut savoir que, écoute, ça c'est ce que j'entends, puis je ne suis pas un expert en Europe, mais les gens s'endettent beaucoup moins en Europe, en France, qu'en Amérique, au Canada. Mais il y en a, je suis certain qu'il y en a aussi. Là. Il y en a des prêts étudiants. C'est sûr qu'ils ne sont pas protégés de ça. Là. Il y a des prêts voitures, c'est certain, là, en France. Puis, bon, mais on met de côté, on ne parle pas trop de régler l'endettement. On va commencer tout de suite avec l'épargne. On doit épargner. C'est une période très importante si on veut investir plus tard. On ne veut pas passer à côté. L'objectif, c'est de permettre de stocker de la valeur sur du court, moyen terme pour pouvoir être utilisé plus tard. Okay? Ce n'est pas le but ultime. Ce n'est pas juste d'avoir de l'épargne puis éventuellement de prendre sa retraite. C'est pas ça. Okay? C'est qu'on va le mettre en attendant quelque part, court terme, en attendant de l'investir pour d'autres choses, de l'utiliser pour d'autres choses. Okay? Ensuite, sans épargne, c'est difficile d'investir dans quoi que ce soit. Donc, oui, effectivement, c'est la base. Ceux qui vous disent oui, allez, on va investir, zéro mise de fonds. Ben non, en réalité, là, on ne peut pas skipper là, cette étape-là. Là. Oui, soit on travaille, il faut dégager. Si on dépense au fur et à mesure tous les revenus qu'on gagne, comment qu'on va faire pour bâtir son patrimoine? Je ne le vois pas, là, je le vois pas. Donc, phase d'épargne active entre 20 et 50 ans, super importante, cette phase-là. Ensuite, la phase numéro 2, c'est la capitalisation. Entre 25 et 60, ça, c'est les placements financiers. Okay? Pour lui, la capitalisation, c'est les marchés financiers. C'est les actions, c'est les obligations. Lui, il appelle ça des placements financiers. On ne parle pas d'investissement. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Dans ce livre-là, on va faire la distinction entre investissement et placement. La phase numéro 2, capitalisation, entre 25 et 60 ans, c'est qu'on va placer notre argent soit dans les obligations, soit dans les actions, ou soit dans les FNB. En tout cas, tout ça est un mélange. Les marchés financiers, c'est des rendements passifs. Okay? L'argent travaille pour créer de la valeur en dividendes, en appréciation de valeur, en intérêt. Intérêt composé, faire des petits. Donc, c'est là que si on fait ça pendant une longue période, l'intérêt composé, oui, il va faire des petits, puis on va être capable de bâtir un patrimoine. Okay? Mais il y a un bémol. Là, lui, la capitalisation, étant donné que monsieur, c'est un investisseur immobilier, lui, ça, c'est pas le but ultime. La capitalisation, ça va servir à diversifier, mais techniquement, c'est encore là, on est dans le moyen terme, OK? Oui, c'est important, on va générer de l'intérêt composé, faire des petits, on va générer de la performance, du rendement, on va être dans les actions, obligations, performance meilleure que l'épargne classique. Donc, tu sais, on est mieux à l'étape 2, à la phase 2 de capitalisation, c'est mieux que simplement mettre ça dans un compte à la banque, parce que là, il y a très, très, très peu d'intérêt qui va être généré. Au moins, dans la capitalisation, ça grossit. Un meilleur taux de rendement. On est plus risqué, par contre, évidemment. On est plus à risque que de l'épargne classique. On fait fructifier pour ne pas perdre de valeur face à l'inflation. Pour lui, les placements, c'est pas très performant. Okay? En gros, là, la façon de sa vision, c'est que quand on place dans les actions, les obligations, les placements, tout ce qui est les marchés financiers publics, comme ça qu'on peut aller investir avec notre banque, avec notre conseiller, ça, c'est pas très performant, mais ça nous protège au moins de l'inflation. OK? Puis ben là, oui, plus le rendement est élevé ici, peut-être qu'on va avoir différents profils de risque. Plus le rendement est élevé, plus le risque de perte est important. Là, il dit que c'est une phase de préparation à des projets plus rentables et moins risqués, comme une mise de fonds. Puis là, il dit ici en français un apport. OK? Ça peut être un autre terme pour dire mise de fonds, un apport. OK? Donc, ça peut être encore là, la phase de capitalisation, lui, il voit ça comme une phase pour se préparer à des projets plus rentables. Puis là, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dire ça. Moi, je garde la dette pour des projets d'investissement rentables. OK? Je pense qu'on parle de la même chose ici. OK? Donc là, je rejoins un peu cet auteur-là qui parle d'investissement rentable.
Ça, c'est la phase numéro 2. Donc, on fait des petits sur les marchés financiers. Donc, entre 25 et 60 ans, on ne va pas juste laisser notre argent dans un compte épargne, on va mettre ça là-dedans. Ici, on ne parle pas là, d'acheter sa maison. OK, ça, c'est juste une note. Puis on ne parle pas d'acheter sa résidence principale. On ne parle pas du tout de ça. On n'est que dans l'investissement. On passe à côté complètement de acheter sa maison ou vivre. Puis on n'en parle pas. Mais moi, je trouve que c'est un gros manque ici. Parce que c'est un besoin qu'on a de vivre quelque part. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on habite à logement? Ou est-ce que, oui, dans le fond, faut acheter notre maison en parallèle, c'est juste que lui, il ne voit pas le rapport avec les phases de l'investissement performant. Moi, ça, je le vois, je l'ai mis au cœur de mes 5 étapes. Donc, c'est l'étape numéro 3, on va acheter notre maison, mais une maison dont on a les moyens. Puis ça va nous aider financièrement. On va pouvoir peut-être aller emprunter contre cette maison-là plus tard pour justement aller faire des investissements rentables. Mais là, ici, on n'en parle pas. Donc, troisième phase, là, on est rendu dans la phase d'investissement. OK? Ça, c'est entre 30 ans et 60 ans. Donc, à partir de 30 ans, là, ça fait quelques années qu'on travaille, on est sur le marché du travail, on a commencé à investir sur les marchés financiers, notre argent est placé peut-être, puis là, il dit, ça va devenir le temps de faire des projets concrets, des revenus plus importants. Puis là, important aussi, ce qu'il dit, c'est que beaucoup de gens vont s'arrêter aux phases 1 et 2. Ils ne vont jamais se rendre à la phase 3. Et puis ça, c'est dommage parce que c'est là que ça commence à être très intéressant. OK? Je dirais phase 1 et 2, même si on regarde le mouvement FIRE pour atteindre l'indépendance financière, on est dans les phases 1 et 2. Parce que dans le fond, on s'arrête au placement. On va placer notre argent sur les marchés financiers FIRE. Normalement, c'est ça, on va travailler, mais on va tellement dégager une grosse épargne qu'on peut tout placer sur les marchés financiers. Puis éventuellement, on accumule une bonne valeur nette. Et puis ça nous permet de vivre donc de nos revenus de placement. Autre chose que je me demande aussi en voyant ça, c'est que je me demande si, étant donné qu'on est en Europe, les marchés financiers peut-être ne sont pas aussi performants qu'en Amérique. Tu sais, les États-Unis, on parle de 10% de rendement, le S&P 500, les entreprises, 10-12% même sur le long terme. Mais ça, c'est les États-Unis. Il faut savoir que mondialement, les entreprises, ce n'est pas tous les pays qui ont été performants comme ça dans les 100 dernières années. Ben non, les États-Unis, c'est le moteur économique mondial. Ils ont une position supérieure. Puis nous, au Canada, on en a peut-être profité. Donc ça, je me demande si le fait qu'on parle de capitalisation en France, on parle des marchés financiers, que peut-être que ces placements-là sont moins performants en Europe ou ailleurs dans le monde. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas se baser là-dessus nécessairement pour notre retraite. Je pense qu'il y a un peu aussi ce phénomène-là au Canada, aux États-Unis, surtout dans le monde de l'investissement immobilier. Donc, en tout cas, je mets un petit bémol là-dessus, mais j'ai l'impression que quand même, on est influencé ici avec nos placements. Étant donné qu'on est proche des États-Unis, on va viser du 10-12% avec nos placements financiers. C'est sûr, si tu enlèves l'inflation après ça, puis les frais de gestion, ça fait en sorte qu'en réalité, on ne fera pas du 12% vraiment là, sur les marchés financiers. Je reviens donc à la phase d'investissement. Donc après 30 ans, là, on oublie les marchés financiers, on oublie juste les rendements passifs comme ça. Puis, on va parler de projets concrets, OK, des revenus. Puis là, on va parler de revenus plus importants. On va parler d'investissement versus placement. Donc, lui, il fait la grosse distinction. Ici, j'en ai déjà parlé. Placement, c'est une chose. Investissement, c'est d'autres choses. Investissement, ça va être des projets concrets, comme il dit. Puis là, ben, tu sais, moi, tout de suite, je vois un projet concret. Ça va être, oui, d'acheter un immeuble, de l'immobilier. Puis je vois aussi que c'est des investissements qui vont être plus actifs, ou est-ce qu'on va avoir besoin d'une connaissance supérieure? Tu sais, quand on investit sur les marchés financiers, on peut y aller avec un conseiller financier qui va nous aider, puis on n'a pas besoin d'avoir une connaissance du monde de l'investissement ou spécifique. On peut, peut-être qu'on a un fonds de pension, puis notre argent est investi là-dedans, puis on n'a pas besoin de connaître tous les détails, on sait juste que notre argent travaille. Mais dans la phase d'investissement, là, on va parler de projets concrets, puis d'acheter de l'immobilier. L'étape épargne plus capitalisation sert à stocker de l'argent pour une utilisation ultérieure, soit les investissements. Okay? La phase numéro 3, la phase d'investissement. Ensuite, la différence doit être claire. Les placements ne sont pas assez rentables. Okay? Ça ne suffit pas. Lui, il dit même que ça ne suffit pas à combattre l'inflation. Bon,
Là, ça peut être débattu, là, parce que je pense que normalement, les marchés financiers, FIRE, on est capable de battre l'inflation avec ça. Encore là, est-ce que nous, on est biaisé en Amérique parce que c'est plus performant qu'ailleurs dans le monde? Peut-être. OK? Puis, je dirais là, que les 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, ça devient encore plus important d'être bien diversifié, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Je continue. Phase 3 d'investissement. Donc, les placements passés rentables ne suffit pas à combattre l'inflation. Investissement, là, on va parler de création de patrimoine. Pour lui, les placements, c'est plus comme un fonds de retraite, c'est plus pour quelque chose qui n'est pas très rentable, qui, oui, combat l'inflation. On le garde pour plus tard, mais on ne parle pas vraiment de patrimoine, là, parce que ça ne sera pas assez performant, dans le fond, pour vraiment grossir, puis faire, lui, ce qu'il veut pour atteindre son indépendance financière. Lui, ce qu'il a besoin, c'est des investissements, la création de patrimoine. On va parler d'investissement immobilier. Puis là, on va parler de monter un projet. Puis là, il dit, on va utiliser l'effet de levier. C'est à partir des investissements qu'on a accès à l'effet de levier. OK? Parce que pour lui, les placements, on n'a pas ça, l'effet de levier, c'est pas possible. On a des façons quand même d'aller investir dans les placements avec l'effet de levier, on le sait, que ce soit Infinite Banking ou manœuvre de Smith, toutes des choses que j'aime plus ou moins. Lui, justement, il ne parle pas trop de ça dans les placements, c'est comme pas vraiment possible d'aller chercher de l'effet de levier. Donc, ça va être plus dans les investissements immobiliers, là, on a accès à l'effet de levier, puis c'est là qu'on est capable de bâtir un patrimoine avec l'effet de levier. Très important, l'investissement va permettre de partir de pratiquement rien, mais pas rien, mais pratiquement rien. Tu sais, c'est pas rien, par exemple. Ça prend quand même un apport, ça prend une mise de fonds. C'est pour ça qu'on doit faire les 2 premières phases au début, entre 23, quand tu termines les études, puis 30 ans, où est-ce qu'il dit que la phase d'investissement commence à 30 ans. OK? Puis là, ça, c'est une phase centrale, OK? Qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas à cette phase-là. Puis là, ça implique de l'énergie. Ben oui, c'est un investissement qui est actif. Actif, énergie, une phase centrale, l'investissement. On va essayer, en plus de notre 9 à 5, faire de l'investissement actif. Évidemment, le fait que ce soit plus compliqué, accessible à moins de gens parce qu'on a besoin d'un apport, tout ça fait en sorte que le rendement va être plus élevé. Il doit être plus élevé. Possible qu'il y ait plus de risques aussi, mais si on le fait avec un coach, si on le fait avec de la bonne façon, la bonne technique, en immobilier, avec la bonne recette, ben oui, ça devrait être possible de le faire avec, puis on mitige le risque aussi à ce moment-là. Investissement, donc, passe par l'immobilier ou la création d'entreprise. Là, je dirais création d'entreprise, peut-être reprenariat. On n'est pas obligé toujours de créer des nouvelles entreprises. Là. C'est difficile, les nouvelles entreprises. Un gros taux d'échec. C'est difficile de créer quand même des nouvelles entreprises. Reprenariat, ça, c'est un petit peu plus accessible. Peut-être que ça va être moins rentable que si on crée quelque chose de rien puis que ça se met à exploser puis que ça devient très, très, très bon. Mais peut-être que le reprenariat, c'est plus sécuritaire comme chemin, mais ça embarque dans la catégorie de rendement qu'on peut faire là, dans l'investissement. Donc, on a besoin d'un apport. Donc, il y a une barrière à l'entrée. C'est pas tout le monde qui est capable d'arriver avec ces sous-là parce que la majorité des gens dépensent tout ce qu'ils gagnent, puis même ont des dettes, puis ça devient très, très difficile. On est pris dans le cycle du surendettement, surconsommation, puis c'est ça. Quand on va se rendre à la phase d'investissement, c'est là que ça va être payant. C'est là qu'on va être capable de bâtir un patrimoine. Donc, il y a un double objectif ici. On crée un patrimoine, puis on veut obtenir des revenus permanents et des revenus stables. Okay? C'est les 2 objectifs. On veut bâtir notre valeur nette, puis on veut que cette valeur nette-là puisse générer des revenus permanents, donc stables dans le temps. Puis là, on est rendu à la phase numéro 4 de diversification et optimisation. Okay? On combine ces 2 choses-là, diversification, optimisation. Ça, c'est entre 40 ans et 70 ans. Donc là, normalement, si on a commencé à investir à 30 ans, on a fait un 10 ans d'investissement, de projet immobilier, de création d'entreprise. Puis là, on est dans l'investissement. Éventuellement, tout ça augmente en valeur et on a un début de patrimoine qui s'est créé. Donc, certaines problématiques émergent à ce moment-là. Diversification, c'est quoi? C'est que on va vouloir pas tout mettre dans le même panier. On ne fera pas juste de la bourse, on ne fera pas juste de l'immobilier,
on va vouloir diversifier ça pour que ce soit moins risqué. Puis on va mettre ça dans des classes d'actifs qui sont non corrélées ensemble comme ça. Si une classe d'actifs échoue, perd beaucoup de valeur, ben on a nos autres classes d'actifs. On ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier. Puis là, les classes d'actifs, lui, qu'il nomme dans le premier chapitre, c'est l'immobilier, les placements financiers, l'or et le forex. OK, les devises. L'or et les devises, le forex, je suis moins familier, je suis moins intéressé. J'avoue que moi, je suis assez, en fait, en termes de diversification d'actifs, moi, c'est entreprise, ma résidence principale, mes placements sur les marchés financiers. Puis là, à l'intérieur des placements sur les marchés financiers, il y a une autre diversification qui est faite. On a du revenu fixe, on a des actions peut-être à dividendes, on a des obligations, on peut avoir tout ça à l'intérieur de nos placements. Donc, diversification. OK, ça, c'est la phase numéro 4. Ensuite, optimisation, il va parler d'optimisation fiscale. OK, surtout liée à l'immobilier. On va différer la fiscalité. Mais ça, on peut déjà le faire avec nos placements aussi, avec les comptes REER. Améliorer son cash flow. On travaille dans notre période de vie active, donc on a du revenu. On n'a pas besoin d'autant de revenus. Éventuellement, on veut en pousser pour plus tard. Donc, c'est surtout ça, là, le fait de planifier, d'y penser d'avance, puis d'optimiser notre situation fiscale. Ça, évidemment, on va aller voir son planificateur financier pour faire ça. Ils sont experts là-dedans. On va essayer d'arranger ça pour qu'on reste dans la tranche d'imposition la plus avantageuse possible pour les revenus qu'on a de besoin pour nos dépenses courantes. Donc, phase numéro 4, où quand les problèmes patrimoniaux émergent, là, on va regarder, OK, ouais, peut-être que je ne veux pas tous mes œufs dans le même panier. Ça, c'est entre 40 et 70 ans. Puis peut-être qu'il faut que je planifie un peu pour quand je vais arrêter de travailler pour la planification fiscale. Donc ça, c'est l'étape numéro 4. L'étape numéro 5, il en reste 2 phases, là. Il reste 5 et 6. Donc l'étape numéro 5, c'est sécurisation. C'est entre 55 et 80. OK? Donc c'est intéressant lorsqu'on commence à avoir du patrimoine, une certaine taille. On va mettre en sécurité ce fameux patrimoine. Puis là, ben, on parle encore de diversification aussi. On parle de forex, or, des actifs tangibles. T'sais, on va protéger, dans le fond, notre valeur nette en cas de crise financière. C'est une phase primordiale. On ne veut pas permettre de perdre son argent ou son revenu alternatif parce qu'on va arrêter de travailler. Donc, on prévoit là, arrêter de travailler. Donc, on a besoin de penser, OK, ça va être quoi nos revenus quand on va arrêter de travailler? Puis, on veut garantir ces revenus-là. Donc là, on est dans la phase sécurisation. On va prévoir, arrêter de travailler, puis transformer tout ce patrimoine-là qu'on a créé en peut-être des rentes, ou en tout cas, on va diversifier ça. Puis là, ben, lui, évidemment, il est gestionnaire de portefeuille, donc il peut le faire pour ses clients. Puis là, il parle de Forex, or, actifs tangibles. Moi, toutes des choses que, ben, peut-être mon patrimoine n'est pas assez élevé, en fait, pour être rendu dans ces choses-là. L'or, j'ai pas tant d'intérêt, je te comprends, là. C'est un peu comme, OK, je devrais diversifier aussi avec du Bitcoin, de la crypto, peut-être, là, je sais pas, là, moi, c'est pas des choses, moi, de l'or ou du Bitcoin, c'est pas des choses qui m'intéressent tant que ça. J'aime mieux avoir des entreprises qui génèrent du revenu. Je me méfie un peu des autres actifs là, qui, pour moi, je comprends pas où se trouve la valeur nécessairement. Donc, c'est important, ça, juste d'investir dans ce qu'on connaît. Mais lui, il va parler de ça dans le livre si ça nous intéresse. Ensuite, ben, mettre à l'abri en cas de crise majeure. Peut-être qu'on va parler justement de rente. Tu sais, rente, ça va être les compagnies d'assurance qui vont faire ça. Là, on va leur donner de l'argent puis ils vont nous garantir un revenu annuel jusqu'à notre mort. Ça peut être ça. Peut-être qu'on parle de ça, peut-être qu'on parle d'autres choses, mais on va prévoir là, tranquillement notre retraite, notre phase de vie où est-ce qu'on va arrêter de travailler. Ensuite, la dernière phase numéro 6, c'est la phase de transmission. Donc ça, c'est 65 ans et plus. On va commencer à regarder ça quand on est à la retraite. Souvent, ça va être, on va regarder ça lorsque notre patrimoine atteint le pic, dans le fond, de croissance. Puis là, ça va commencer à aller dans l'autre sens. Puis on va penser, OK, oui, comment que je vais transmettre ça à mes enfants pour que ce soit le plus efficace possible. Encore là,
fiscalement. Il y a des façons de faire ça. OK, les objectifs à ce moment-là, c'est de préparer la succession pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, de la manière dont on souhaite vraiment. Donc, ce qu'il dit, c'est que la majorité des Français vont faire les étapes 1 et 2, puis rarement ça va aller plus loin. Ensuite, on parle du cycle des revenus de Modigliani. OK, ça, je trouvais ça intéressant, j'en parle. Cette personne-là a dit on peut découper notre vie en 3 phases. OK? Il y a une période où est-ce qu'on est jeune, puis qu'on étudie cette phase-là, on coûte plus cher que ce qu'on rapporte comme revenu. Bien, quand on est un enfant, un bébé, on ne rapporte pas de revenus. Il faut que quelqu'un prenne soin de nous autres. Puis ensuite, quand justement on est adolescent, on va étudier, on va peut-être aller à l'université. Bien aussi, pendant cette période de vie-là, ce qu'il dit, c'est qu'on va dépenser plus que ce qu'on gagne. Peut-être qu'on va s'endetter. Lui, il a de l'air à dire que c'est même correct. Si on va s'endetter, idéalement, je pense que c'est soit on travaille en même temps puis on paye nos études pour être kiff-kiff, ou nos parents vont nous aider, peut-être nous donner un coup de pouce. Mais je n'irai pas à ce moment-là m'endetter nécessairement. Mais lui, il dit que dans cette période-là, la phase numéro 1, on s'endette. Okay? Puis là, la phase numéro 2, c'est notre vie active. La phase numéro 3, c'est la retraite. Vie active, là, il dit, oui, on rembourse nos dettes. On commence avec un faible salaire, nos revenus sont supérieurs à ce moment-là, parce que dès qu'on commence à travailler dans notre vie active, nos revenus sont supérieurs à notre consommation. Super important. On épargne, on capitalise, on va travailler dans notre vie 80 000 heures environ de travail. Là, je n'ai pas calculé ça faisait combien pendant combien de temps, là, mais j'ai juste pris le chiffre tel quel dans le livre. Puis, il faut profiter de ces 80 000 heures de travail. C'est énorme. On va essayer d'optimiser justement pour qu'il nous reste quelque chose quand ces heures de travail-là vont être terminées. Lui, il parle de 20 % d'épargne pour lancer ses investissements. Idéalement, là, on veut épargner un 20 % de nos revenus de travail, des heures travaillées. Ça, c'est ce qu'il recommande pour être capable justement d'investir puis d'aller dans les projets, soit immobiliers ou entreprises. Ensuite, réduire sa consommation pendant quelques années. Donc, lui, il dit réduire idéalement justement dans notre vingtaine, trentaine. Puis après ça, après 40 ans, c'est là que, OK, on peut ouvrir les valves, puis on est peut-être moins obligé d'épargner. C'est un petit peu comme ça qu'il voit ça. Donc, la période numéro 2 du cycle des revenus, c'est justement de 22 ans jusqu'à 63 ans-ish, l'âge de la retraite. OK? Puis après ça, nos revenus diminuent. Normalement, si on a un fonds de pension, on a 40-60 % de notre salaire qu'on avait, mais c'est pas tout le monde qui a un revenu de pension. Il y en a beaucoup qui doivent s'occuper de leur fonds de pension eux-mêmes, mais beaucoup de personnes, ceux qui travaillent pour l'État vont avoir ça, ceux qui travaillent pour les grandes entreprises vont avoir ça. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui, justement, vont avoir un fonds de pension éventuellement. Donc, on parle de 40-60 % de notre revenu qu'on avait dans notre vie active. Donc, quand même, nos revenus diminuent. Donc, ce qu'il faut faire, si on veut garder le même train de vie, c'est on doit avoir des revenus alternatifs. Puis c'est là que les investissements sur lesquels on a travaillé en 30, 40, 50 ans, c'est là que les investissements vont arriver puis vont nous produire des revenus alternatifs, des revenus passifs qui vont être permanents et stables, qui vont venir s'ajouter à nos revenus de fonds de pension. Et puis, si on a seulement de l'épargne, parce qu'on n'a pas fait l'étape numéro 3 d'investissement, si on a seulement de l'épargne, on est arrêté même à la phase numéro 1, bien là, on va devoir commencer à décaisser notre épargne. Tranquillement. Décaisser peut-être nos placements aussi. Là, bon. Fait que ça, c'était un petit peu la vision des 3 périodes, des 3 grandes périodes des revenus de Modigliani. Et ça faisait le parallèle un peu avec les 6 phases de l'investissement performant. Puis ensuite, il dit, si on veut bénéficier de l'effet de levier, attention, parce qu'on a une période courte de temps pour profiter, parce qu'il dit qu'après 55 ans, c'est plus difficile d'avoir accès à de la dette, parce que les banques vont moins prêter. Faut voir, j'ai pas vu ça tant que ça. Normalement, les banques sont pas supposées discriminer selon l'âge, mais lui, dans le livre, peut-être que c'est comme ça en France, les personnes qui, après 55 ans, veulent avoir un prêt, supposément que le taux d'intérêt est plus élevé, c'est plus coûteux. Okay? Donc lui, ce qu'il dit, c'est que avant 30 ans, on épargne, entre 30 ans et 55 ans,
On va dans l'investissement, on peut utiliser le crédit, OK? Puis là, le crédit, c'est un projet long terme. Donc, idéalement, on fait ça plus vers 30 ans que vers 55 ans. Puis, on se donne du temps pour rembourser tous ces prêts-là. Ce qui fait en sorte que notre fenêtre de tir est donc d'environ 25 ans pour grossir notre patrimoine parce que c'est là qu'on peut utiliser l'effet de levier. OK? C'est un peu le raisonnement que l'auteur du livre a. Je vais arrêter là. C'était ça, les 6 phases de l'investissement performant. Un peu différent comme mindset que ce que je propose dans les 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière. C'est quoi la conclusion? Moi, je n'ai pas d'urgence à utiliser l'effet de levier. Là. Je ne dis pas nécessairement que c'est comme très, très important qu'on utilise l'effet de levier entre ses 30 ans et 55 ans. Je pense qu'il faut quand même... oui, garder l'effet de levier, par contre, pour des projets d'investissement rentables. Donc ça, je pense que c'est le point qui valide mon approche où est-ce que je suis le plus d'accord. C'est que oui, si on utilise l'effet de levier, idéalement, pas nécessairement pour le placement, mais pour les projets d'investissement rentables. Là, je vais terminer le podcast. C'est tout le temps que j'avais. Au revoir. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.